Depuis quelque temps, on le voit tous, la France traverse une période de très grosse tension. Tension économique, bien sûr, mais aussi tension très forte au sein de notre société. Dans ce contexte, un climat de haine se développe de plus en plus et se focalise parfois sur certaines communautés. Et en ce moment, il y a justement une population qui est montrée du doigt et qui fait l'objet de toutes les polémiques. Cette communauté, c'est celle des Roms. Aux yeux de beaucoup de nos concitoyens, les Roms sont associés à la mendicité, aux bidonvilles qui se créent aux abords de nos grandes villes et surtout, à la délinquance petite et grande qui sévit aujourd'hui. Mais alors, qu'en est-il vraiment ? Pour le savoir, nous avons enquêté du côté des services de police, mais aussi à l'intérieur de la communauté Rome, une communauté qui est pourtant très difficile de pénétrer. Alors, pourquoi les Roms font-ils si peur ? Quelle est la part de fantasme ? Quelle est la part de réalité ? Voici un grand document signé Laurent Boulard. Ces derniers temps, devant les caméras de télévision, ce genre de scène est devenu de plus en plus fréquent. Il est 7h du matin à Corbeil-Essonnes, dans le sud de Paris. Une centaine de policiers et de gendarmes évacuent un campement illégal de Rome. C'est discriminé. La veille, le préfet de l'Essonne a ordonné l'expulsion. Une centaine de familles se retrouvent sur la route, sans toit. Qu'est-ce que vous allez faire ? Au même moment, les bulldozers entrent en action et détruisent ces logements de fortune. Des images spectaculaires qui font de ce sujet l'un des faits d'actualité qui frappe le plus les Français aujourd'hui. Les Roms, un dossier brûlant. Depuis quelques mois, le sujet défraie la chronique. Rarement une population aura autant été montrée du doigt. Médias et politiques alimentent la polémique. Certains vont jusqu'à parler d'overdose. Il faut dire que souvent pour les Français, les stéréotypes de la population rome, les voici. Des familles qui s'entassent dans des bidonvilles, des femmes qui vident les poubelles, des mendiants dans les centres-villes, ou des bandes de pickpockets dans le métro. C'est bien, fallait pas voler. Content, pas content, je m'en fiche maintenant, je te tais. C'est clair ? Moi, c'est un pickpocket, et moi, voler une soulagée. À la radio, à la télévision, le débat est devenu passionnel. Les Roms, ça vous pose un problème. Paris ne peut pas être un campement géant, bien évidemment. Alors y a-t-il vraiment une déferlante de l'immigration rome, comme le dénoncent certains ? Pour le moment, qui harcèle qui ? J'ai l'impression qu'on harcèle beaucoup les Roms, parce que moi j'ai l'impression que les Roms, ils harcèlent beaucoup les Parisiens. Pourquoi aujourd'hui les Roms font-ils si peur ? 15% de la délinquance des mineurs à Paris aujourd'hui est le fait de jeunes Roumains. La communauté Rome est-elle une menace ou un bouc émissaire ? Et ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie. Qu'en est-il vraiment ? Quelle est la part de fantasme ? Quelle est la part de réalité ? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête pendant 6 mois, plongé dans une communauté au cœur de la polémique. Non. Il n'est pas facile de convaincre des Roms de participer à un reportage pour la télévision. Nous avons mis des mois, car il règne souvent autour de cette communauté une certaine méfiance, voire une forme d'opacité. Nous sommes dans le campement de Villebon-sur-Yvette, dans l'Essonne. Dans cette usine désaffectée, ils sont à peu près 150 Roms, installés depuis 1 an environ. Leurs baraquements sont construits avec des matériaux de récupération. Ce campement n'est pas légal. Il est sous la menace permanente d'une expulsion. Pour gagner de l'argent ici, c'est combine et système D. Vassili a 22 ans et cela fait 3 ans qu'il vit en France. Sa spécialité à lui, c'est le commerce de vieux vêtements. On est toute la famille, dans tous les paris on cherche, on fait les poubelles. On a trouvé, on va aller au marché. Tout ça, c'est 25-30 euros. Tout le caddie. Tous les caddies, oui. Et c'est 1 euro, 50 centimes. Et donc tous les jours, vous faites les poubelles ? Oui. Ça, c'est depuis le matin, oui. Oui, on était les premiers qui faisaient dans les poubelles. Et tu commences à quelle heure ? À 5 heures le matin. Vassili fait les poubelles plusieurs fois par semaine. Mais tous les Roms qui vivent de la revente de fripes comme lui ne procèdent pas de cette manière.
Certains volent les vêtements de deuxième main dans les containers destinés aux collectes des associations. Il suffit de se poster en caméra cachée dans certains quartiers des grandes agglomérations pour assister à ce type de scène. Les vêtements qu'il a récupérés, Vassili les stocke dans une vieille voiture prêtée par un ami. Dans ce coffre, l'équivalent de 3 caddies de vêtements sont entassés. Vassili fait vite, à tout moment il peut être surpris par la police, car la vente à la sauvette, bien sûr, c'est interdit. Maintenant, s'ils me voient, ils arrêtent ici et ils disent allez, vous donnez tout dans la voiture et vous embarquez, ils prennent tous les bagages. Maintenant, direction un marché d'un genre un peu particulier, non loin de Montreuil. Vassili va rejoindre sa place, toujours la même, accompagné de ses camarades du campement. Impossible de sortir une caméra ici, alors c'est discrètement que nous avons filmé ce lieu de vente. Vassili est loin d'être seul. Des dizaines de Roms participent à ce marché à la sauvette, un bazar à ciel ouvert où l'on trouve presque de tout. Des vêtements, des chaussures, du petit matériel électronique, et même ici quelques bouteilles de champagne. Beaucoup de babioles, rien qui soit vraiment neuf. Tout s'achète et se revend pour de petites sommes. À peine Vassili dépose-t-il sa marchandise que les clients s'approchent. Allez-y, monsieur, allez-y, les pantalons, bon pantalon, allez-y. Du bon pantalon, monsieur, regarde, votre taille. Charge les monnaies. Combien? 2 euros, ramène 8 euros pour les dents. 2 euros pour un pantalon, même tarif pour un blouson, une chemise ou des chaussures, des prix défiant toute concurrence. Bon vendeur, Vassili sait attirer les acheteurs et les convaincre de la qualité de sa marchandise. Allez-y, madame, ça va rentrer, regardez bien le taille. Et vous donnez votre prix et vous les prenez. Oui, c'est très bien, madame. Mais ça aussi. En quelques heures, Vassili a tout vendu. Il rejoint ensuite sa mère qui, quelques mètres plus loin, revend elle aussi des fripes. 1,50 €, ça marche. 1 euro aussi. T'as vu ça où? Ça, je fais dans les poubelles. Et je l'ai trouvé. J'avais eu une chance. En fin de journée, Vassili et sa mère ont gagné 60 euros. Un gain net puisque la marchandise ne leur a rien coûté. D'après nos estimations, le revenu mensuel de Vassili et de sa famille, grâce à la revente de vêtements, s'élève à environ 1 000 euros. De quoi faire vivre modestement 5 personnes. C'est de ce genre de petits boulots que vivent la grande majorité des Roms, avec une prédilection pour les fripes et la ferraille. Sans papier, c'est souvent le seul moyen de survivre. Quant à espérer trouver un vrai travail, un travail déclaré et officiel, c'est beaucoup plus difficile. Nicolae en sait quelque chose. Il a 23 ans. Il est en France depuis 2 ans déjà. Il vit ici avec ses parents dans un cabanon de quelques mètres carrés. Nicolae est étudiant. Il a obtenu son bac en Roumanie. Il avait la possibilité de s'inscrire dans une école de commerce à Paris. Pour cela, il avait besoin de trouver un emploi en alternance dans une entreprise, mais malgré des dizaines d'entretiens et de candidatures, il n'a jamais réussi à décrocher le moindre contrat. Il y avait des entretiens partout, et environ 20 ou 30 entretiens, et partout il y avait des réponses négatives. Sans contrat, Nicolae n'a pas pu entrer dans l'école de commerce qu'il visait. Avec le recul, il pense que les recruteurs ont sans doute quelques préjugés envers sa communauté. Jusqu'au présent, je n'ai pas vu à tous mes entretiens que j'ai eus qu'il y a des employeurs qui ils étaient racistes. J'ai pas remarqué cette chose, mais ils n'ont pas la confiance dans un Rom, surtout quand il n'y a pas de papier, parce que c'est un Rom. C'est ça. Nicolae est aujourd'hui inscrit dans une fac de droit à Paris. Il espère devenir avocat. Mais la grande majorité de ses compatriotes n'a pas un niveau d'études élevé. Et faute d'emploi, c'est parfois vers la délinquance qu'il se tourne. Paris, au pied de la Tour Eiffel. Il est 10 heures, les touristes du monde entier affluent sur le Champ de Mars. Ils ne connaissent pas la ville, ils sont des proies faciles. Des groupes de jeunes filles roms passent ici une bonne partie de leur journée. Plutôt que de mendier, elles utilisent une technique très au point, une sorte d'arnaque à la pétition.
Le principe est simple. Elles abordent les touristes en prétextant leur faire signer une pétition en faveur d'une association caritative. Une fois la conversation engagée, elles demandent une petite somme d'argent, 3 à 5 euros, soi-disant pour financer l'association. L'argent, il est à toi? Comment? L'argent, il est à toi? Non, pour les petits, pour les impôts, pour les handicapés. L'association se nommerait Association des sourds-muets pour les sans-abri, les enfants SDF, les orphelins et les handicapés. Nous avons vérifié, aucune association de ce nom n'existe. Il s'agit donc bien d'un leurre pour récupérer de l'argent plus facilement auprès des passants naïfs. Parfois même l'arnaque va plus loin encore, comme nous l'explique ce policier de la BAC qui traque les délinquants tous les jours sur les trottoirs parisiens. Ils vont entourer un touriste à plusieurs, et pendant qu'un présente le formulaire de pétition, un deuxième va faire les poches tout simplement en masquant le regard du touriste avec le formulaire cartonné, tout simplement. Et lorsqu'on regarde de près cette délinquance, on s'aperçoit qu'elle est souvent le fait de jeunes mineurs, de parfois moins de 15 ans. Et ce n'est pas un hasard. Nous avons suivi pendant une journée une patrouille de la BAC. Ils sont 4 policiers. Leur méthode, c'est de se fondre dans la foule pour interpeller les pickpockets en flagrant délit. D'après eux, 70% des vols à l'arraché dans le métro parisien seraient commis par de jeunes Roms. En général, ils vont profiter de l'ouverture des portes pour se coller derrière les gens en posant le sac ou la veste sur l'objet qu'ils convoitent, et avec la deuxième main, ils vont soustraire simplement soit portefeuille, soit téléphone portable des usagers. Mais vous allez voir qu'il faut être sacrément entraîné pour repérer les pickpockets les plus habiles. Alors que nous suivons les agents de la BAC, nous allons sans le savoir filmer un vol en direct. La victime, c'est cette jeune femme qui tient un parapluie noir. Derrière elle, 2 jeunes garçons qui vont subtiliser son smartphone dans sa poche. Même au ralenti, difficile de voir comment ils opèrent. Mais en quelques secondes, le portable est entre leurs mains. La jeune femme ne s'est rendue compte de rien. Ce sont les policiers qui aussitôt interpellent les 2 voleurs. Madame, mademoiselle, c'est la police. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas là devant. Non, pas là. Non, on n'est pas là. Non, pas là. Non, c'est nous. C'est votre téléphone, madame. Vous allez rester avec moi. Assieds-toi. Je te mets. Ils ont beau être très jeunes, ils vont donner du fil à retordre aux policiers. Le portable de la victime. La victime, la demoiselle. Fallait pas voler. Content ou pas content, je m'en fiche maintenant, je te tais. C'est clair? La victime a porté plainte. Ces 2 jeunes vont donc finir la journée au poste. Des jeunes Roms qui font les pickpockets comme eux, les policiers en arrêtent tous les jours. Mais le plus souvent, même lorsqu'ils parviennent à les interpeller, ils sont impuissants. Quelques minutes plus tard, la même brigade intervient sur un autre vol de téléphone portable. Une fois encore, un groupe de jeunes Roms. Ils viennent de tenter de détrousser un touriste asiatique qui ne s'est pas laissé faire. Ils viennent d'essayer de me faire les poches. Et ils ont réussi? Non, je les ai attrapés par la veste. Oui, moi c'est un volant. Moi c'est un pickpocket. Et moi voler tout l'argent. Les Japonais, les Chinois, les Arabes, les Turcs, les Hollandais, les Indiens. C'est bon? Cette jeune voleuse, au culot monstre, explique ouvertement qu'elle détrousse les touristes de toute nationalité. Elle accepte même de nous faire une petite démonstration. Et comment tu fais, montre-moi? Comme ça. Scène surréaliste. Sa proie cette fois, c'est le policier qui la traque quotidiennement dans les artères du métro. Et ce qu'elle va subtiliser, ce n'est pas son portefeuille. Vas-y, montre. Ce sont les menottes du policier. Comme ça. Moi, comme ça, voler. Si ces jeunes délinquants se montrent aussi détendus, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose. Ils affirment avoir moins de 13 ans, et faute de papier, il est impossible pour les policiers de vérifier leur âge. Comme le touriste asiatique n'a pas souhaité porter plainte, c'est la loi, ces mineurs ne peuvent pas être placés en garde à vue. Les policiers n'ont d'autre choix que de les laisser partir. D'après les services de police, ce sont des adultes et des réseaux organisés qui les utilisent, justement à cause de leur jeune âge. Non, 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 non.
Précarité et délinquance, combine et système D. Comment expliquer dans ces conditions que 20 000 Roms fassent malgré tout le choix de vivre en France? Pour le savoir, nous décidons de prendre la route en sens inverse. Direction l'Est, le centre de l'Europe, à 2000 km de là, vers le pays où vit la plus grande communauté rom au monde, la Roumanie. Bucarest, la capitale. Depuis la fin de la dictature de Ceausescu en 1989 et la chute du bloc soviétique, le pays s'est ouvert à l'économie de marché. Aujourd'hui, dans les rues de la capitale, autour des bâtiments trapus de l'époque communiste, ont poussé des tours plus modernes. En Roumanie vivraient environ 1,5 million de Roms. Mais pour les trouver, il faut s'éloigner des centres-villes cossus et s'aventurer vers des régions beaucoup moins privilégiées. Il faut faire 350 km supplémentaires pour rejoindre un village dans lequel vit une importante population rom, Cetate de Balta. Et vous allez voir que le rêve de beaucoup d'entre eux, c'est de venir en France. Le centre-ville est coquet, mais il est réservé aux Roumains. Les Roms, eux, vivent dans les faubourgs et dans des conditions de vie particulièrement difficiles. Dans cette maison délabrée sans toit, vivent Oukar et Tchouchour, son mari. Le sol est en terre battue, il n'y a ni électricité ni eau courante. Ce couple a 11 enfants, mais seuls 3 vivent encore sous ce toit. Les autres sont à l'orphelinat, car le couple ne parvenait pas à s'en occuper. Ici, on ne mange pas tous les jours à sa faim. Il y a des jours où je ne mange pas parce que je n'ai pas d'argent. Cela fait 2 jours que la famille ne se nourrit que de pain et de salami et de ce ragoût. Alors il faut se mettre en quête de nourriture. Justement, ce matin, c'est le jour où le marchand ambulant de la ville fait sa tournée. Elle marche, ta télé? Oui, elle marche, je te jure. J'ai donné la télé pour une poule. Une poule, ça coûte 60 000 lei, l'équivalent d'1,50 €. Il faut que j'en achète 2 parce qu'on est beaucoup de personnes. Une poule contre un téléviseur, c'est la seule façon pour Tchouchour de donner à manger à ses enfants aujourd'hui. Et cela ne sera pas suffisant car il a 5 bouches à nourrir. À peine acheté, le poulet est immédiatement tué pour finir dans la casserole. Demain, je sais pas ce qu'on va manger. Il y a des jours où on mange, d'autres où on mange pas. C'est dur, parce que les enfants nous réclament de la nourriture, chaque jour. Ici, comme partout dans le pays, les Roms sont considérés comme des citoyens de seconde zone. 50% d'entre eux sont au chômage et 70% vivent sous le seuil de pauvreté. Une réalité incroyable au XXIe siècle, au cœur de l'Europe. Les Roms sont les parias de la société roumaine, une situation qui perdure depuis qu'ils sont arrivés en Roumanie, il y a plus de 1000 ans. Car tout commence au Xe siècle, de l'autre côté du globe en Inde. C'est d'ici qu'un peuple nomade, les Tziganes, a entamé un long voyage vers l'Europe, en quête de travail. À travers les années, ils ont parcouru des milliers de kilomètres avant d'essaimer dans les pays européens autour du XVe siècle. Ils ont alors donné naissance à différentes communautés. En Espagne, on les a appelés les Gitans, en France, les Bohémiens, dans le nord de l'Europe, les Manouches, et en Europe de l'Est, essentiellement en Roumanie, ce sont les Roms. Un pays dans lequel ils ne se sont jamais réellement intégrés, si bien qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, la survie passe par l'exil. Dans le voisinage de Tchouchour, il y a beaucoup de maisons inhabitées. Ses voisins sont presque tous partis en France. Tchouchour s'est laissé dire que là-bas, on peut gagner facilement de l'argent. J'ai entendu dire qu'en France, on pouvait faire des sous. Tous les Roms du village sont partis chez vous. Regarde, toutes les maisons sont vides. Tchouchour voudrait bien partir en France lui aussi. Le problème, c'est que sans emploi et criblé de dettes, il ne touche que 50 € d'aide sociale par mois. Or, les Roms qui viennent en France, ce sont ceux qui réussissent à mettre un peu d'argent de côté pour s'acheter un billet d'autocar. C'est le cas notamment de Chipa. Chipa vit à quelques centaines de mètres de là avec sa femme et ses 5 petits-enfants. Et demain, il se prépare à partir pour le sud de la France,
direction Toulon. Cela fait 7 ans qu'il fait des allers-retours entre son village et la France. Je lave mes chaussures pour aller en France. Comme ça, elles ne vont pas sentir dans le car. Chez les messieurs, il faut que tu sois propre. Voilà, je lave ça pour aller en France, à Toulon. Chipa a déjà acheté son billet d'autocar, un billet qui lui a coûté 125 €. Il est fier de nous le montrer car s'il a pu se le payer, c'est grâce à ses enfants qui eux sont déjà sur place. Ils lui ont envoyé l'argent, cela représente 2 semaines de travail pour eux. Et pour avoir toutes les chances de gagner plus d'argent à Toulon, Chipa a décidé d'innover et de ne pas partir seul. C'est Babi qui va l'accompagner, un chiot de quelques mois que lui a donné un voisin. Avec Babi, Chipa espère augmenter ses revenus, car en France il vit de la mendicité. Et il a remarqué que les Français sont beaucoup plus généreux quand les Roms font la manche avec un petit animal. Je le prends avec moi en France, comme ça les Français diront « Oh, comme il est beau !» Babi, reste tranquille, tu vas me rapporter des sous, tu vas m'en rapporter 20 fois plus. Mendier dans les rues en France, c'est ce qui permet à Chipa d'améliorer sa vie quotidienne ici. En moyenne, il peut gagner 500 € par mois en faisant la manche à Toulon. C'est comme ça qu'il peut entretenir sa maison en Roumanie. Regarde, je suis obligé d'y aller. Je n'ai pas envie, mais il faut que j'arrive à réparer mes fenêtres. Là, là et là. Je suis obligé. Je ne vais pas là-bas pour faire la fête. Dans 2 mois, si je reviens avec 400, 500 €, je suis un chef. Si j'arrive à revenir avec cette somme-là, ça dépend de combien de sous me donneront les Français. Ils en ont marre de nous. Et ils n'ont pas le choix. Et moi non plus. Et nous non plus. C'est comme ça. 8 heures le lendemain matin. Dernier préparatif, l'heure du départ approche. Chipa prend la route avec 100 € en liquide, un petit pécule qui lui permettra d'assurer les dépenses durant le voyage et les premiers jours en France. De l'argent qu'on lui a prêté. J'ai pris un prêt pour partir en France. Combien il faut que tu rembourses pour 100 €? Il faut que je rembourse 120 €. C'est ma seule chance pour aller en France. Mais pour rembourser cette somme, Chipa n'est pas inquiet. Avec Babi, il en est sûr, l'argent va rentrer. De quoi payer ses dettes et envoyer de l'argent à sa famille au pays. Ferme bien le sac, mets tout dedans, couvre-le entièrement. Mais non, il va s'étouffer. Sois sage, Babi. Si t'es pas sage, moi aussi je vais te frapper. Si tu veux pas faire de sous pour papy, tu vas avoir des problèmes. Allez les enfants, au revoir. Salut. Au revoir, papy. Les adieux sont simples et sans émotion. Pas de larmes, pas d'embrassades. Les 2 époux ne vont pas se voir pendant près de 4 mois, mais ces départs vers la France sont devenus une habitude. Ils rythment désormais leur vie. Direction plage, à 30 km, la ville voisine de Ciutate de Balta. Babi, tais-toi. C'est dans cette agence de voyage que Chipa a acheté son billet d'autocar pour Toulon il y a 1 semaine. Le départ, c'est dans 15 minutes. Bonjour, on part en France avec Babi. Comme ça, on va faire de l'argent. Comme ça, on ne va pas mourir de faim. Des agences comme celle-ci, il y en a partout en Roumanie. Dans la seule ville de Blaj, 4 agences de voyage organisent des départs vers l'Europe de l'Ouest. Des agences qui appartiennent toutes à des Roumains. Les allers-retours des Roms sont pour eux un business florissant. Ils font marcher les affaires. 80% de nos clients sont des Roms. On a des départs tous les jours, du lundi au samedi et aussi le dimanche. Le plus grand nombre de gens vont aller en Espagne, en France, en Italie. En chiffres, chaque semaine, on doit avoir 50, 60 personnes, mais ils ne vont pas tous en France. Il est midi, le car vient d'arriver, avec 2 heures de retard.
Mais ce n'est pas ce contretemps qui contrarie Chipa, c'est l'attitude hostile des chauffeurs du car. Ils affirment que son billet ne l'autorise pas à emporter le petit chien. Ils lui réclament de l'argent. Laisse le chien là. Non, tu peux pas le prendre. Tu as payé ton billet? Oui, j'ai payé mon billet. Tu le laisses dehors, le chien. T'as compris? C'est clair? Sinon, il faut payer. Il me demande de payer 70 € pour le chien. Si j'étais un Roumain, vous l'auriez pris. Babi restera donc sur le trottoir. Pour Chipa, c'est une partie de son chiffre d'affaires qui s'envole. Livré à lui-même, le chiot ira sans doute grossir les rangs des meutes de chiens errants que l'on retrouve un peu partout en Roumanie. Le trajet vers Toulon prendra 2 jours et 2 nuits. Le car va traverser la moitié de l'Europe, via la Hongrie, la Slovénie et l'Italie, avant d'atteindre le sud de la France, un total de 2000 km. Pour Chipa, comme pour tous les Roms, aucune difficulté administrative pour entrer en France. La Roumanie fait partie depuis 2007 de l'Union européenne. Ses citoyens peuvent circuler entre les pays membres sans visa. En principe, au bout de 3 mois, il faut justifier d'une carte de séjour et donc d'un emploi ou de ressources suffisantes. Mais dans la réalité, c'est une règle difficile à faire respecter. Trois semaines plus tard, nous sommes sur la Côte d'Azur en plein été, à Toulon. En cette saison, la ville est prisée des touristes et des Roms. On en recenserait pas loin d'une centaine. Nous cherchons à retrouver Chipa et nous allons le découvrir en ce début de journée, en plein centre-ville, en train de faire un brin de toilette. Ici, Chipa est SDF, il dort dehors. Tout l'enjeu pour lui, c'est de gagner le plus d'argent possible et d'en mettre de côté le maximum pour sa famille en Roumanie. Alors pendant son séjour à Toulon, il fait en sorte de ne quasiment rien dépenser. Vers 8h30, il se dirige vers le site où il va travailler. Il récupère la planche en bois sur laquelle il va passer la journée. Et il s'installe à l'entrée de ce supermarché. Depuis une vingtaine de jours, c'est sa place attitrée. Un endroit où on le tolère. La sécurité n'a jamais cherché à le faire fuir. Mais l'absence de Babi, le petit chien, se fait cruellement sentir. Rares sont ceux qui donnent. Bonjour. Bonjour madame. Chipa a une technique pour inciter les gens à la générosité. C'est de dire bonjour et d'essayer d'engager le dialogue. Merci. Merci. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va vous? Ça fonctionne de temps en temps. Il arrive même que certaines clientes lui offrent à manger. Comme ici, un sandwich et une pièce. Merci. Sympathiser avec les clients, c'est aussi une façon de fidéliser les donneurs. Alors pour remercier cette femme, Chipa va l'aider en poussant son caddie jusqu'à sa voiture. Sur une journée, les piécettes ne sont pas bien nombreuses, mais Chipa a l'habitude. L'important pour lui, c'est d'avoir trouvé un endroit stable, avec du passage, et où il est accepté. C'est pas que ça gêne. Il n'est pas très dérangeant en même temps, hein. Il n'est pas lourd, il s'accroche pas aux clients, quoi. Il aborde même pas les gens. Après, ça dépend des gens. Il est calme, il est sage là. Bon, il y en a qui viennent, ils s'accrochent au pare-brise, il a regardé. Ça fait quand même la peine de voir une personne comme ça, toute la journée assise. Puis il était sympathique, il me demande des nouvelles de ma petite fille et tout, donc voilà, on a un peu sympathisé. Et tous les soirs, vers 17h, Chipa se lève et repart vers le centre-ville. Au passage, il compte la recette du jour. Je me suis fait 12 € aujourd'hui. 12 €. Les Français, ils ne donnent plus beaucoup. En tout cas, moins qu'avant. Des fois, je ne mange pas pour pouvoir envoyer le plus possible à la famille, en Roumanie, pour acheter du bois, de la nourriture, pour bien vivre là-bas. C'est là-bas qu'ils ont besoin d'argent. Moi, ici, je me débrouille.
Care vrea să dea, care nu. En 3 semaines de manche devant son supermarché, Chipa a déjà réussi à envoyer 100 € au pays. Aujourd'hui, il s'apprête à faire un deuxième envoi dans cette agence de transfert d'argent. À nouveau 100 € pour sa femme et ses petits-enfants restés au village. Romanii, c'est la ferme, c'est la monnaie, c'est ici, toujours. Pour envoyer de l'argent au pays, rien de plus simple. Il suffit de remplir un formulaire, de présenter une pièce d'identité et bien sûr, de payer quelques frais. Il vient de déposer 100 €, combien ça lui coûte? 100 €, ça lui coûte 13 €. 13 € pour un envoi de 100 €, c'est cher, mais c'est le seul moyen de faire parvenir rapidement de l'argent en Roumanie. Ciao, Roumanie. Les 200 € que Chipa a pu envoyer à sa femme, c'est là-bas beaucoup d'argent. L'équivalent du salaire mensuel d'un ouvrier spécialisé. Chipa retourne maintenant à l'endroit où il passe toutes ses nuits à Toulon. Comme tous les SDF, il dort dehors, il n'a pas d'endroit pour ranger ses affaires. Je mets mon matelas ici, pour que personne ne me le prenne. Où veux-tu que je le mette? Je n'ai pas d'armoire, je n'ai rien. Je l'ai mis là. Je le prends et je vais dormir. Ils sont une vingtaine de Roms à se retrouver ici chaque soir, à 300 mètres de la gare de Toulon. Tous originaires du même village de Cetate de Balta, comme Chipa. Parmi eux, il y a sa fille, Kunda, et son gendre, Damchi. Tous deux en exil ici, sans leurs enfants restés avec leur grand-mère en Roumanie. Après avoir passé plusieurs années en Italie, Damchi et sa femme se sont installés sur la côte d'Azur il y a 3 ans, et ils ont pas mal voyagé. Toulon, Cannes, Nice, Montpellier, Grenoble, voilà, Italia, Padua, Venezia, Milano. Explique-moi la différence entre la France et l'Italie. C'est mieux l'Italie ou c'est mieux la France? C'est mieux la France. Pourquoi? Parce que l'Italie, les polices, ils tompaient les Romains. Les Romains, ils tompaient. Pas ici. Ici, c'est mieux. C'est bien, ici, les polices. Il n'y a pas de problème. L'Italie, ils tompaient. Allez, santé. Un peu, hein. Chipa, sa fille et son gendre vivent comme ça depuis 8 ans. Ils arrivent à gagner autour de 500 € par mois environ. Mais alors que font-ils de cet argent lorsqu'ils rentrent au pays? Comment le dépensent-ils? Pour le savoir, nous sommes retournés en Roumanie. Vous allez voir qu'à Cetate de Balta, à 2000 km de Toulon, les Roms qui ont la possibilité d'aller en France pour travailler ou pour mendier vivent beaucoup mieux que les autres. Ils sont installés dans un quartier plus agréable. Leurs maisons sont plus confortables. Et ici, il y a l'eau, l'électricité et le tout à l'égout. Aici, ça n'a pas. Beaucoup viser la Roumanie, la française, ça va, la française, beaucoup manger, la française. Mariella a quelques bases de français car elle travaille en France la majeure partie de l'année. Aujourd'hui, elle fait partie de la nouvelle classe moyenne rome. Et elle est particulièrement fière de sa situation. Elle veut nous montrer sa maison, malgré les réticences de son mari. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je vais les emmener voir la maison. Non, non, non. Oui. Non, venez. Ah oui, non, maison. Laisse-moi tranquille. Tu as fait fortune et tu ne veux pas montrer ta maison? Chef. On a été grave la café. C'est la France qui nous a aidés pour tout ce qu'on a fait ici. Ce sont les Français qui ont donné l'argent pour la maison. Comme ça, s'ils viennent en Roumanie, ils peuvent rester ici. Il y a une douche et tout. Montre tout, même la chambre. Cette salle de bain avec l'eau courante, cela peut paraître banal, mais ici c'est un signe de richesse. Sans parler de la machine à laver et du carrelage au sol. Depuis 5 ans, on vit à Metz. Au début, c'était très dur parce qu'on habitait dans un bidonville, dehors, sous la pluie. On avait des cabanes et il pleuvait à l'intérieur.
Au début de leur arrivée en France, Mariella et son mari ont dû vivre quelque temps dans un bidonville, à Dijon. Ils ont eu la chance d'être pris en charge par une association locale qui les a logés et qui a scolarisé leurs 3 enfants. Maintenant, on est très bien là-bas. On a un appartement. Ils nous ont aidés car on a touché une allocation. Et c'est avec ça qu'on est revenu à la maison et qu'on l'a réparé. Comme ça, je peux retourner en Roumanie avec les enfants. En France, Mariella travaille comme femme de ménage, au noir. Occasionnellement, elle l'avoue, quand elle ne trouve pas de travail, elle fait aussi la manche dans la rue. Puis elle revient embellir sa maison au pays. Au total, elle y a investi autour de 15 000 €. À l'avenir, elle espère pouvoir agrandir la maison pour construire une chambre de plus. Chez les voisins de Mariella, les frères Batchou, aujourd'hui c'est la fête. La famille est réunie au grand complet à l'occasion du baptême du petit dernier. Les moments où toute la famille se retrouve sont devenus rares. La famille Batchou n'habite cette maison que 2 mois dans l'année. Le reste du temps, ils sont en France. C'est avec l'argent gagné là-bas depuis 5 ans qu'ils ont pu construire cette maison. Comme eux, beaucoup de Roms qui travaillent en France ne reviennent plus au village que pour les vacances d'été. D'une certaine façon, leur maison ici est une sorte de résidence secondaire. Dans quelques jours d'ailleurs, ils seront tous repartis. Direction Strasbourg, Metz ou Dijon. Et il n'y a plus que pour les réunions de famille et les grandes occasions qu'ils sont tous ensemble. Ici, en Roumanie, c'est moins cher. Tu fais une petite table et ça fait l'affaire. Mais si tu le fais en France, il faut que tu le fasses dans un restaurant. Tu vas dépenser beaucoup de sous pour un seul baptême. Pendant leurs 2 mois de vacances, ces Roms profitent de leur aisance toute relative dans leur village natal. Mais ils savent que dès leur retour en France, leurs conditions de vie seront beaucoup plus difficiles. On estime que la population Rom en France est aujourd'hui d'environ 20 000 personnes, un chiffre qui n'a pas changé depuis 10 ans. Mais la situation exacerbe les passions et pousse parfois à tous les amalgames. Ainsi, on confond souvent les Roms avec les gens du voyage, une communauté qui pourtant, en dehors de racines communes très lointaines, n'a aucun rapport aujourd'hui. Les gens du voyage, eux, contrairement aux Roms, sont français. Ils vivent en France, de génération en génération, depuis plus de 5 siècles. Ils sont entre 400 et 500 000. Seule particularité, ils ont conservé leur mode de vie itinérant. Et c'est précisément cela qui provoque régulièrement des confrontations musclées avec les forces de l'ordre et le reste de la population. Ils leur trouvent un terrain à la roche, de la roche, ils s'en vont à la roche, ils reviennent ici nous faire chier. Occupation de terrain illégal. Où se mettre? Il n'y en a pas des terrains légaux pour nous. Opération coup de poing. On nous traite comme des chiens, on n'est pas du bétail, ça serait du bétail, vous trouverez une place. Vous nous donnez rien. Alors maintenant, on en a marre. Qui sont les gens du voyage? Pourquoi se comportent-ils parfois comme des hors-la-loi? Un jour, il y aura un mort, et bien après, les autorités ils commenceront à se bouger, à dire maintenant, ça ne peut plus continuer. Lorsqu'on enquête sur les gens du voyage, le plus compliqué c'est de prendre rendez-vous. Car pour eux, pas d'adresse fixe. C'est sur les routes, de campement en campement, qu'on peut les retrouver. Nous sommes en Savoie, non loin de Chambéry. L'homme au volant de cette camionnette, ce n'est pas n'importe qui chez les gens du voyage. Il s'appelle Milo Delage, et c'est un personnage qui pèse lourd dans la communauté. Une sorte de porte-parole de ceux que lui préfèrent appeler les Français itinérants. Là, c'est le plaisir de la vie, là, tu changes c'est tout ce que faut le ressentir, ça, hein, faut l'avoir dans le sang, quoi. Ouais, la maison est derrière, là, j'amène ma maison avec moi, là. Pas beaucoup peuvent le faire, ça. Cela fait 60 ans que Milo voyage partout en France. Le voyage fait tout simplement partie de son identité, de sa culture. Et c'est une histoire qui remonte à des siècles en arrière. Souvenez-vous, ces nomades partis d'Inde au Xe siècle et qui ont essaimé à travers l'Europe. En France, on les a longtemps appelés les Bohémiens. Avec leurs roulottes et leurs chevaux, ils n'avaient pas toujours bonne réputation. Leur mode de vie nomade en faisait une population à part. Mais les siècles ont passé. Les roulottes en bois ont laissé la place aux caravanes. Et aujourd'hui, ce sont des Français comme les autres, si ce n'est ce mode de vie itinérant qu'ils ont conservé de leurs lointains ancêtres. Tous les 15